包法利夫人第19部分。那真是祸从天降，药剂师叫了起来。不管碰到什么情况，他总不会没有话说。于是老板娘就讲起这件事来。她是听吉约曼先生的佣人奥特多讲的。虽然他恨小餐馆的老板特利耶，但也不肯放过乐和。他是一个骗子，一条爬虫。啊，且慢，他说，菜市场里那个人不就是他吗？他正向包法利夫人打招呼呢。夫人戴了一顶绿色的帽子，他还挎着布朗瑞先生的胳膊。包法利夫人吗？奥莫说，我得过去招呼一下，说不定他要在院子里，在廊柱下找个位置。勒方苏瓦太太想叫住药剂师，还要啰啰嗦嗦地讲下去，可是他不听他的，赶快走开了，嘴上还挂着微笑，腿伸得直直的，碰到人就打招呼。黑礼服的下摆在后面随风飘动，占了好多地方。罗多夫老远就看见他了，却加快了脚步。但是包法利夫人喘气了，他只好又放慢步子，不太客气地微笑着对他说，我是要躲开那个胖子，你知道，我说的是药剂师。他用胳膊肘捅了他一下。这是什么意思？他心里想。他继续往前走，一面斜着眼睛看他。他的侧影很安静，简直叫人猜不透。他的脸在阳光下看得更清楚。他戴着椭圆形的帽子，浅色的帽带好像芦苇叶。他的眼睛在弯弯的长睫毛下望着前面，虽然真的很大，但由于白净的皮肤下面血在流动，看起来有点受到颧骨的抑制。他的鼻孔透出玫瑰般的红颜色，他头一歪，看得见两片嘴唇之间珍珠般的牙齿。难道他是在笑我？罗多夫心里想。其实艾玛捅他，只是要他当心，因为乐和先生陪着他们，没话找话地说上一两句。今天天气真好，大家都出来了。今天刮的是东风。包法利夫人和罗多夫一样，都懒得回答。但是只要他们稍微一动，他就凑到他们身边问道，有什么吩咐吗？并且做出要脱帽的手势。他们走到铁匠店前，罗多夫突然不从大路到栅栏门去，拉着包法利夫人走上了一条小路，并且喊道，再见，乐和先生，祝你快乐。你真会打发人。包法利夫人笑着说，为什么？他回答说，要让别人打搅。既然今天我三生有幸。艾玛脸红了，她没有说完她的话，于是她又谈起好天气，谈起草地上散步的乐趣来。有些雏菊已经长出来了，这些温存体贴的雏菊，她说，够本地亥相思的姑娘用来求神问卦的了。她又加上一句，要是我也摘一朵呢，你说好不好呀？难道你也在恋爱吗？包法利夫人咳嗽了一声说，哎，那谁晓得呢？罗多夫答道。草地上的人多了起来，管家婆撑着大雨伞，大菜篮带着小孩子横冲直撞。你还要时常躲开一溜乡下女人，穿蓝袜子、平底鞋、戴银戒指的女佣人。你走过他们身边时，就闻得到牛奶味。他们手拉着手，顺着草地走来，从那排排手羊到宴会的帐篷，到处都是人。Quelle épouvantable catastrophe! S'écria l'apothicaire. Il y avait toujours des expressions congruentes à toutes les circonstances imaginables. L'hôtesse donc se mit à lui raconter cette histoire, qu'elle savait par Théodore, le domestique, que M. Guillaumin. Et, bien qu'elle exécrât Tellier, elle blâmait l'heureux. C'était un enjôleur, un rampant. Ah, tenez, dit-elle, le voilà sous les halles. Il
le salue Madame Bovary, qui a un chapeau vert. Elle est même au bras de Monsieur Boulanger. Madame Bovary, fit Homais. Je m'empresse d'aller lui offrir mes hommages. Peut-être qu'elle sera bien aise d'avoir une place dans l'enceinte, sous le péristyle. Et, sans écouter la mère Lefrançois, qui le rappelait pour lui en comptait plus long, le pharmacien s'éloigna d'un pas rapide, sourire aux lèvres et jarret tendu, distribuant de droite et de gauche quantité de salutations et emplissant beaucoup d'espace avec les grands basques de son habit noir qui flottaient au vent derrière lui. Rodolphe, l'ayant aperçu de loin, avait pris un train rapide, mais Madame Bovary s'essouffla. Il se ralentit donc et lui dit en souriant, d'un ton brutal, « C'est pour éviter ce gros homme, vous savez, l'apothicaire. » Elle lui donna un coup de coude. « Qu'est-ce que cela signifie ?» se demanda-t-il, et il la considéra du coin de l'œil, tout en continuant à marcher. Son profil était si calme que l'on n'y devinait rien. Il se détachait en pleine lumière, dans l'ovale de sa capote, qui avait des rubans pâles ressemblant à des feuilles de roseau. Ses yeux, aux longs cils courbeux, regardaient devant elle, et, quoique bien ouverts, il semblait un peu bridé par les pommettes, à cause du sang, qui battait doucement sous sa peau fine. Une couleur rose traversait la cloison de son nez. Elle inclinait la tête sur l'épaule, et l'on voyait entre ses lèvres le bout nacré de ses dents blanches. Se moque-t-elle de moi ? songeait Rodolphe. Ce geste des mains pourtant n'avait été qu'un avertissement, car M. Lheureux les accompagnait, et il leur parlait de temps à autre, comme pour entrer en conversation. Voici une journée superbe, tout le monde est dehors, les vents sont à l'est, et Madame Bovary non plus que Rodolphe ne lui répondait guère, tandis qu'au moindre mouvement qu'il faisait, il se rapprochait en disant « Plaît-il » et portant la main à son chapeau, quand ils furent devant la maison du maréchal, au lieu de suivre la route jusqu'à la barrière. Rodolphe, brusquement, prit un sentier, et entraînant Madame Bovary, il cria « Bonsoir, Monsieur Lheureux, au plaisir, comme vous l'avez congédié, dit-elle en riant. Pourquoi, reprit-il, se laisser envahir par les autres, et puisque aujourd'hui j'ai le bonheur d'être avec vous. Emma rougit. Il n'achevait point sa phrase, alors il parla du beau temps et du plaisir de marcher sur l'herbe. Quelques marguerites étaient repoussées. Voici de gentilles pâquerettes, dit-il, et de quoi fournir bien des oracles à toutes les amoureuses du pays. Il ajouta, si j'en criais, qu'en pensez-vous ? Est-ce que vous êtes amoureux ? Fit-elle en toussant un peu. Eh, qui sait ? Répondit Rodolphe. Le pré commençait à se remplir, et les ménagères vous heurtaient avec leurs grands parapluies, leurs paniers et leurs bambins. Souvent, il fallait se déranger devant une longue file de campagnardes, servantes en bas bleus, à souliers plats, à bagues d'argent, et qui sentaient le lait quand on passait près d'elle. 好在评审的时间到了，庄稼汉一个接着一个走进了一块用绳子拴着木桩圈出来的空地上，牲口也在里面，鼻孔冲着绳子，大大小小的屁股乱哄哄地挤成一排，有几头猪似睡非睡地在地上用嘴拱土，有些小牛在哞哞叫，小羊在咩咩呼喊，母牛弯着后腿，肚皮贴着草地，在慢慢地咀嚼，还不停地眨着沉重的眼皮。牛蝇围着它们嗡嗡飞。
几个赶大车的车夫光着胳膊，拉住公马的龙头，公马翘起撅子，朝着母马扯开嗓子嚎叫，母马却老老实实地呆着，伸长了鬃毛下垂的脖子。小马驹躺在母马身子下面，有时站起来喝几口奶。这些牲口挤在一起，排成一行，动起来就像波浪随风起伏一样。这里冒出雪白的鬓毛，那里露出牛羊的尖角，或者是来回攒动的人头。在围场外面大约100步远的地方，有一头黑色的大公牛，戴了嘴套，鼻孔上穿了一个铁环，一动不动，好像一头铜牛。一个衣衫褴褛的孩子用绳子牵着它。这时，在2排牲口中间来了几位大人先生，他们走的脚步很重，每检查一只牲口之后，就彼此低声商量。他们当中有一位显得更重要，一边走一边在本子上记录。他就是评判委员会的主席，邦镇的德罗贼雷先生。他一认出罗多夫，就兴冲冲地走过去，做出讨人喜欢的模样，微笑着对他说：“怎么，布朗瑞先生，你放得下大伙儿的事情不管吗？”罗多夫满口答应说他一定来，但等主席一走，说老实话，罗多夫就对艾玛说：“我才不会去呢，陪他哪里比得上陪你有意思。”罗多夫虽然不把展览会放在眼里，但是为了行动方便，却向警察出示自己的蓝色请帖，有时还在一件展品面前站住。可惜包法利夫人对展品不感兴趣，她一发现，马上就改变话题，嘲笑荣镇女人的打扮，接着又请艾玛原谅她的衣着随便，她的装束显得不太协调，既普通又讲究。看惯了平常人的衣服，一般老百姓会看出她的生活与众不同。她的感情越出常轨，艺术对她的专横影响，还总夹杂着某种瞧不起社会习俗的心理，这对人既有吸引力，又使人恼火。她的细麻布衬衫袖口上有皱褶，她的背心是灰色斜纹布的，只要一起风，衬衫就会从背心领口那儿鼓出来。她的裤子上有宽宽的条纹，在脚踝那儿露出了一双南京布面的漆皮鞋，鞋上镶的漆皮很亮，连草都照得出来。她就穿着这样亮的皮鞋在马粪上走，一只手插在上衣口袋里，草帽歪戴在头上。再说，罗多夫又补充了一句，一个人住在乡下的时候，做什么都是白费劲。艾玛说：“你说的对。”罗多夫接过来说：“想想看，这些乡巴佬，没有一个人知道礼服的样式。”于是他们谈到乡下的土气，压得他们喘不过气来的生活，幻灭了的希望。Elle marchait en se tenant par la main et se répandait ainsi sur toute la longueur de la prairie, depuis la ligne des trembles jusqu'à la tente du banquet. Mais c'était le moment de l'examen, et les cultivateurs, les uns après les autres, entraient d'une manière hippodrome que formait une longue corde portée sur des bâtons. Les pattes étaient là, le nez tourné vers la ficelle, et alignant confusément leurs groupes inégales. Des porcs assoupis enfonçaient en terre leurs groins, des veaux beuglés, des brebis bêlées, les vaches en jarret replié, étalaient leur ventre sur le gazon et ruminant lentement, clignaient leurs paupières lourdes sous les moucherons qui bourdonnaient autour d'elles. Des charretiers, les bras nus, retenaient par le nicou des étalons cabrés qui hennissaient à plein naseau du côté des juments. Elles restaient paisibles, allongeant la tête et la crinière pendante, tandis que leurs poulains se reposaient à leur ombre,
où venait l'idée quelquefois, et sur la longue ondulation de tous ces corps tassés, on voyait se lever au vent, comme un flot, quelques crinières blanches, ou bien saisir des cornes aiguës, et des têtes d'hommes qui couraient, à l'écart en dehors des lices, sans pas plus loin. Il y avait un grand taureau noir muselé, portant un cercle de fer à la narine, et qui ne bougeait pas plus qu'une bête de bronze. Un enfant en haillons le tenait par une corde. Cependant, entre les deux rangées, deux messieurs s'avançaient d'un pas lourd, examinant chaque animal, puis se consultaient à voix assez basse. L'un d'eux, qui semblait plus considérable, prenait, tout en marchant, quelques notes sur un album. C'était le président du jury, Monsieur de Roseraie de la Panville. Sitôt qu'il reconnut Rodolphe, il s'avança vivement et lui dit en souriant d'un air aimable: « Comment, monsieur Boulanger, vous nous abandonnez ?» Rodolphe protesta qu'il allait venir, mais quand le président eut disparu, « Ma foi, non, reprit-il, je n'irai pas, votre compagnie vaut bien la sienne. » Et tout en se moquant de Comice, Rodolphe, pour circuler plus à l'aise, montrait aux gendarmes sa pancarte bleue. Et même il s'arrêtait parfois devant quelques beaux sujets que Madame Bovary n'admirait guère. Il s'en aperçut, et alors se mit à faire des plaisanteries sur les dames d'Yonville, à propos de leur toilette. Puis il s'excusa lui-même du négligé de la sienne. Elle avait cette incohérence de choses communes et recherchées, où le vulgaire d'habitude croit entrevoir la révélation d'une existence excentrique. Les désordres du sentiment, les tyrannies de l'art, et toujours un certain mépris des conventions sociales, ce qui le séduit ou l'exaspère. Ainsi, sa chemise de batiste à manchettes plissées, bouffée au hasard du vent, dans l'ouverture de son gilet, qui était de coutil gris, et son pantalon à larges raies découvrait aux chevilles ses bottines de Nankin, plaquées de cuir verni. Elles étaient si vernies que l'herbe s'y reflétait. Il foulait avec elle les crottins de cheval, qu'une main dans la poche de sa veste et son chapeau de paille mis de côté. D'ailleurs, ajouta-t-il, quand on habite la campagne, tout est peine perdue, dit Emma. C'est vrai, répliqua Rodolphe. Songez que pas un seul de ces braves gens n'est capable de comprendre même la tournure d'un habit. Alors ils parlèrent de la médiocrité provinciale, des existences qu'elle étouffait, des illusions qui s'y perdaient. 因此，罗多夫说：“我沉在忧郁的深渊里，你吗？”包法利夫人惊讶地叫了起来：“我还以为你很快活呢。”啊，是啊，表面上是这样，因为在人群中，我总在脸上戴了一个嘻哈的假面具，但是只要一看见坟墓，在月光之下，我总是会回想，是不是追随长眠地下的人会好些？哎呀，那你的朋友呢？包法利夫人说，难道你就不想他们？我的朋友吗？那是什么人呀？我有朋友吗？谁关心我呀？说到最后一句话的时候，他嘴里不知不觉地吹出了口哨的声音。但是他们不得不分开一下，因为有一个人拖着一大堆椅子从后面走来了，椅子堆得这样高，只看得见他的木头鞋尖和张开的10个指头。来的人是掘坟墓的勒斯蒂布杜瓦，他把教堂里的椅子搬出来给大家坐，只要和他的利益相关，他的想象力是丰富的，所以就想出了这个办法，要从展览会里捞一点好处。他的想法不错，因为要租椅子的人太多，他不知道听谁的好。的确，
乡下人一热就会抢着租椅子，因为草垫子闻起来有香烛的味道，厚厚的椅背上还沾着融化的蜡，于是他们毕恭毕敬地坐了上去。宝法利夫人再挽住罗多夫的胳膊，她又自言自语地说了起来：是啊，我总是一个人，错过了多少机会啊！要是生活有个目的，要是我碰到一个真情实意的人，要是我能找到，哎呀，我多么愿意用尽我的精力，克服一切困难，打破一切障碍。可是在我看来，艾玛说，你并没有什么可抱怨的呀。啊，你这样想，罗多夫说，因为说到底，艾玛接着说，你是自由的。他犹豫了一下说，你还有钱呢。不要拿我开玩笑了，罗多夫回答说。艾玛发誓不是开玩笑。忽然听见一声炮响，大家立刻一窝蜂似的挤到村子里去。不料这是个错误的信号，州长先生还没有来，评判委员们感到很为难，不知道是应该开会，还是该再等一等。最后，在广场的尽头出现了一辆租来的双棚4轮大马车，拉车的是2匹瘦马，一个戴白帽的车夫正在挥舞马鞭。比内还来得及喊取枪，连队长也不甘落后，大家跑去取架好的枪，大家都争先恐后，有些人还忘记了带领章。好在州长的车架似乎也能体谅他们的苦衷，2匹并驾齐驱的瘦马咬着马厩小链左摇右摆，小步跑到了镇公所的4根圆柱前，正好国民自卫队和消防队来得及摆好队伍，打着鼓在原地踏步。站稳，比内喊道。立定，连队长喊道，向左看齐。于是持枪敬礼，枪箍卡里卡拉一响，好像铜锅滚下楼梯一般，然后枪都放下。于是就看见马车里走下一位先生，穿了一件银线绣花的短礼服，前额秃了，后脑有一撮头发，脸色灰白，看起来很和善。他的2只眼睛很大，眼皮很厚，半开半闭地打量了一眼在场的群众，同时扬起他的尖鼻子，使瘪下去的嘴巴露出微笑来。Aussi, disait Rodolphe, je m'enfonce dans une tristesse. Vous, fit-elle avec étonnement, mais je vous croyais très gai. Ah oui, d'apparence, parce qu'au milieu du monde, je sais mettre sur mon visage un masque railleur. Et cependant que 2 fois, à la vue d'un cimetière au clair de lune, je me suis demandé si je ne ferais pas mieux d'aller rejoindre ceux qui sont à dormir. Oh, et vos amis, dit-elle, vous n'y pensez pas. Mes amis, lesquels donc? En ai-je? Qui s'inquiète de moi? Et il accompagnait ces derniers mots d'une sorte de sifflement entre ses lèvres. Mais ils furent obligés de s'écarter l'un de l'autre, à cause d'un grand échafaudage de chaises qu'Adam portait derrière eux. Il en était si surchargé que l'on apercevait seulement la pointe de ses sabots, avec le bout de ses 2 bras écartés droits. C'était Lestiboudois, le fossoyeur, qui charriait dans la multitude des chaises de l'église, plein d'imagination pour tout ce qui concernait ses intérêts. Il avait découvert ce moyen de tirer parti des comices, et son idée lui réussissait, car il ne savait plus auquel entendre. En effet, les villageois qui avaient chaud se disputaient ces sièges dont la paille sentait l'encens, et s'appuyaient contre leurs gros dossiers salis par la cire des cierges, avec une certaine vénération. Madame Bovary reprit le bras de Rodolphe. Il continua comme se parlant à lui-même. Oui, tant de choses m'ont manqué, toujours seul. Ah, si j'avais eu un but dans la vie,
si j'eusse rencontré une affection, si j'avais trouvé quelqu'un. Oh, comme j'aurais dépensé toute l'énergie dont je suis capable. J'aurais surmonté tout, brisé tout. Il me semble pourtant, dit Emma, que vous n'êtes guère à plaindre. Ah, vous trouvez ? Fit Rodolphe. Car enfin, reprit-elle, vous êtes libre. Elle hésita, riche. Ne vous moquez pas de moi, répondit-il. Et elle jurait qu'elle ne se moquait pas, quand un coup de canon retentit. Aussitôt, on se poussa, pêle-mêle, vers le village. C'était une fausse alerte. Monsieur le préfet n'arrivait pas, et les membres du jury se trouvaient fort embarrassés, ne sachant s'il fallait commencer la séance ou bien attendre encore. Enfin, au fond de la place, parut un grand landau de louage, traîné par 2 chevaux maigres, que fouettait à tour de bras un cocher en chapeau blanc. Binet eut que le temps de crier « Aux armes !» et le colonel de l'imiter. On courut vers les faisceaux, on se précipita. Quelques-uns même oublièrent leur col. Mais l'équipage préfectoral sembla deviner cet embarras, et les 2 roses accouplées, se dandinant sur leurs chaînettes, arrivèrent au petit trot devant le péristyle de la mairie, juste au moment où la garde nationale et les pompiers s'y déployaient. Tambour battant et marquant le pas. « Balancez !» cria Binet. « Halte !» cria le colonel, par fil à gauche. Et après un port d'armes où le cliquetis des capucines se déroulant sonna comme un chaudron de cuivre qui dégringole les escaliers, tous les fusils retombèrent. Alors on vit descendre du carrosse un monsieur vêtu d'un habit court à broderie d'argent, chauve sur le front, portant toupet à l'occiput, ayant le teint blafard et l'apparence des plus bénignes. Ses 2 yeux, fort gros et couverts de paupières épaisses, se fermaient à demi pour considérer la multitude, en même temps qu'il levait son nez pointu et faisait sourire sa bouche rentrée. 他认出了配随带的镇长，就对他解释说州长不能来了，他本人是州议员。接着他又表示了歉意。杜瓦施回答了几句恭维话，州议员表示不敢当。他们就这样面对面地站着，前额几乎碰到了前额，四周围着评判委员、乡镇议员、知名人士、国民自卫队和群众。州议员先生把黑色的三角帽放在胸前，一再还礼，而杜瓦施也把腰弯得像一张弓，一面微笑着，结结巴巴地搜肠刮肚，要表明他对王室的忠心，对贵宾光临荣镇的感激。客店的小伙计伊波利特走过来，接过了马车夫手里的缰绳，虽然他跛了一只脚，还是把马牵到金狮客店的门廊下。那里有很多乡下人挤在一起看马车，于是击鼓鸣炮，先生们一个接着一个走上了主席台，坐上了杜瓦施夫人借给大会的红色粗绒扶手椅。大人先生的模样都差不多，他们脸上的皮肤松弛，给太阳晒得有些黑了，看起来像甜苹果酒的颜色。他们蓬松的连鬓胡子显露在硬领外面，领子上系了白领带，还结了一个玫瑰领花。他们的背心都是丝绒的，都有一个圆翻领。他们的表带末端都挂了一个椭圆形的红玉印章。他们都把手放在大腿上，两腿小心地分开。裤裆的料子没有褪色，磨得比皮鞋还亮。有身份地位的女士坐在后面，在廊柱里，在圆柱子中间，而普通老百姓就站在对面，或者坐在椅子上。的确，
勒斯杜布蒂娃把原先搬到草地上的椅子又搬到这里来了。他甚至还一刻不停地跑到教堂里去找椅子。由于他这样来回做买卖，造成了交通拥堵，要想走到主席台的小梯子前，他都很困难。我认为，乐和先生碰到回座位去的药剂师，就搭话说，我们应该竖2根威尼斯旗杆，挂上一些庄严肃穆、富丽堂皇的东西，就像实心的服饰用品一样，那才好看呢。的确，奥莫答道，但是你有什么办法呢？这是镇长一手包办的呀。他的品味不高，可怜的杜瓦斯，他根本就没有什么艺术的天分。这时，罗多夫带着包法利夫人上了镇公所的2楼，走进了会议厅，里面没有人。他就说，在这里瞧热闹舒服多了。他在摆着国王半身像的椭圆桌边搬了3个椅子，一个放在窗前，于是他们并肩坐着。Il reconnut le maire à son écharpe et lui exposa que monsieur le préfet n'avait pu venir. Il était, lui, un conseiller de préfecture. Puis il ajouta quelques excuses. Tuvage y répondit par des civilités. L'autre s'avoua confus, et ils restaient ainsi, face à face, et leurs fronts se touchant presque, avec les membres du jury tout alentour, le conseil municipal, les notables, la garde nationale et la foule. Monsieur le conseiller, appuyant contre sa poitrine son petit tricorne noir, réitérait ses salutations, tandis que Tuvage, courbé comme un arc, souriait aussi, bégayait, cherchait ses phrases, protestait de son dévouement à la monarchie et de l'honneur que l'on faisait à Yonville. Hippolyte, le garçon de l'auberge, vint prendre par la bride les cheveux du cocher, et tout en boitant de son pied beau, il les conduisit sous le porche du Lion d'Or, où beaucoup de paysans s'amassèrent à regarder la voiture. Le tambour battit, l'officier tonna, et les messieurs à la file montèrent s'asseoir sur l'estrade, dans les fauteuils en Utrecht rouge qu'avait prêté Madame Tuvage. Tous ces gens-là se ressemblaient, leurs molles figures blondes, un peu hâlées par le soleil, avaient la couleur du citre doux, et leurs favoris bouffants s'échappaient de grands cols roides, que maintenant des cravates blanches à rosettes bien étalées. Tous les gilets étaient de velours à châle, toutes les montres portaient au bout d'un long ruban quelques cachets ovales en cornaline, et l'on appuyait ses 2 mains sur ses 2 cuisses, en écartant avec soin la fourche du pantalon, dont le drap non dégâté reluisait plus brillamment que le cuir des fortes bottes. Les dames de la société se tenaient derrière, sous le vestibule, entre les colonnes, tandis que le commun de la foule était en face, debout, ou bien assis sur des chaises. En effet, Lestiboudois avait apporté là toutes celles qu'il avait déménagées de la prairie. Et même, il courait à chaque minute en chercher d'autres dans l'église, et causait un tel encombrement par son commerce que l'on avait grand-peine à parvenir jusqu'au petit escalier de l'estrade. Moi, je trouve, dit M. Lheureux, s'adressant au pharmacien qui passait pour gagner sa place, que l'on aurait dû planter là 2 mâts vénitiens, avec quelque chose d'un peu sévère et de riche comme nouveauté, c'eût été d'un fort joli coup d'œil. Certes, répondit Homais, mais que voulez-vous? C'est le maire qui a tout pris sous son bonnet. Il n'a pas grand goût, ce pauvre Tuvage, et il est même complètement dénué de ce qui s'appelle la génie des arts. Cependant, Rodolphe, avec Madame Bovary, était monté au premier étage de la mairie, dans la salle des délibérations. Et, comme elle était vide,
qu'il avait déclaré que l'on y serait bien pour jouir du spectacle le plus à son aise. Il prit 3 tabourets autour de la table ovale, sous le buste du monarque, et les ayant approchés de l'une des fenêtres, ils s'assirent l'un près de l'autre. 主席台上正在互相推让，不断地交头接耳，低声商量。最后，周议员先生站了起来。这时，大家才知道他姓略万，于是你一言我一语，这个姓氏就在群众中传开了。他核对了一下几页讲稿，眼睛凑在纸上，开口讲道：“诸位先生，首先，在谈到今天盛会的主题之前，请允许我表达一下我们大家共有的感情。我想说，我要公正地评价我们的最高行政当局、政府、君主、诸位先生，我是说我们至高无上、无比爱戴的国王。无论我们国家的繁荣，或是个人事业的兴隆，国王无不关心，并且坚定明志，驾驭国家这辆大车，经过千难万险，惊涛骇浪，无论是平时或是战时，都能振兴工业、商业、农业、艺术。” Il y eut une agitation sur l'estrade, de longs chuchotements, des pourparlers. Enfin, monsieur le conseiller se leva. On savait maintenant qu'il s'appelait Lieuvain, et l'on se répétait son nom de l'un à l'autre, dans la foule. Quand il eut donc collationné quelques feuilles et appliqué dessus son œil pour y mieux voir, il commença. Monsieur, qu'il me soit permis d'abord, avant de vous entretenir de l'objet de cette réunion d'aujourd'hui, et ce sentiment, j'en suis sûr, sera partagé par vous tous, qu'il me soit permis, dis-je, de rendre justice à l'administration supérieure, au gouvernement, au monarque, monsieur, à notre souverain, ce roi bien-aimé à qui aucune branche de la prospérité publique ou particulière n'est indifférente, et qui dirige à la fois d'une main si ferme et si sage le char de l'État parmi les périls incessants d'une mer orageuse, sachant d'ailleurs faire respecter la paix comme la guerre, l'industrie, le commerce, l'agriculture et les beaux-arts,